Dans la vidéo du jour, nous allons discuter de l'histoire d'une jeune étudiante. Une jeune étudiante qui a vécu un véritable calvaire. Tout cela parce qu'elle a décidé de dire non et de refuser des avances. Le message qui passera à travers cette nouvelle affaire True Crime sera tout simplement de respecter la parole des autres, de respecter le non et de respecter tout un chacun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, comme vous le voyez à ma tête, il fait extrêmement chaud, donc je suis désolé, je ne suis pas du tout apprêté pour vous raconter cette histoire, mais finalement ce n'est pas vraiment ce qui compte, c'est surtout le contenu à l'intérieur de la vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à cette chaîne. Murders Explained grandit de plus en plus, on vous en remercie tous les deux pour ça, vous nous faites vraiment beaucoup plaisir en commentant chacune de nos vidéos. Donc n'hésitez pas, on adore vous lire et avoir vos avis. Aujourd'hui, je vais vous parler de Barry Bryant et je vais tout simplement vous laisser avec le générique et le début de cette nouvelle vidéo. Nous sommes en 1996, au mois d'octobre. Barry Bryant était âgée de 18 ans et elle était vraiment au top de sa vie. Elle était magnifique, d'une beauté naturelle, un intellect impressionnant était également tout simplement dans sa personnalité et elle est aussi rapidement devenue populaire auprès de ses camarades de classe, après seulement un mois à Northwest College dans le Wyoming. Elle avait une gentillesse innée et un désir ardent de défendre toutes celles et tous ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer par eux-mêmes. Et donc, elle a eu pas mal d'affection et d'admiration de presque toutes les personnes qu'elle avait rencontrées. En savourant les joies de la jeunesse et la liberté qui accompagnait la vie universitaire, Barry ne se doutait pas une seconde qu'une menace était juste en face d'elle, que quelqu'un avait des pensées sombres. À peine 30 jours après son premier jour du premier semestre à Northwest, ses espoirs et ses rêves pour l'avenir allaient malheureusement être anéantis dans une frénésie de violence. Cet acte tragique qui lui ôtera la vie, ainsi que toutes les promesses qu'elle portait, vont laisser derrière elle une traînée de tristesse, de cœur brisé et de vie touchée par son absence. Les événements que je vais vous décrire, qui ont conduit à cette tragédie, ont commencé le soir du vendredi 4 octobre, lorsque Barry et son ami, Jessie, ont assisté à une soirée sur le campus. Cette petite soirée, cette réunion, avait pour but de permettre aux nouveaux étudiants de se rencontrer et de créer des liens, de devenir amis, voire peut-être plus. Malheureusement, un des invités avait des intentions bien différentes en tête. À un moment donné de ces festivités, Barry a annoncé qu'elle allait sortir un instant pour prendre l'air, promettant de revenir rapidement. Et pendant son absence, un autre invité de la fête, un athlète très populaire connu sous le nom de Levi Collen, s'est approché de Jessie, l'amie de Barry, et a commencé à montrer une certaine affection envers Barry. Barry et Levi se connaissaient déjà, mais il a faim de voir la jeune femme aux cheveux blonds pour la première fois, espérant sans doute avoir un nouvel angle d'approche qui lui donnerait une nouvelle chance. Jessie était très protectrice envers son amie, et elle a rapidement mis les espoirs de Levi à néant en disant que Barry venait de rompre avec son petit ami de longue date et elle avait juré de ne plus sortir avec personne pendant un long moment. Elle voulait tout simplement se préserver. Mais cette réponse n'a pas satisfait Levi et ça a semblé l'irriter. Il a donc demandé à Jessie de jouer les entremetteuses pour lui, insistant sur le fait qu'il pourrait être celui qui redonnerait le sourire à Barry. Très loyale envers son ami, Jessie lui a conseillé de laisser Barry tranquille, précisant qu'elle avait besoin de temps pour elle-même après cette rupture difficile. Et c'est totalement normal. Après avoir été pendant de longues années avec son ancien petit ami, Barry voulait tout simplement profiter un petit peu du temps pour elle, être guérie avant de se donner à quelqu'un d'autre. Pensant que le sujet était maintenant clos,
Jessie a ensuite tourné son attention vers d'autres étudiants, espérant pouvoir échapper à cette situation gênante et passer une soirée agréable. Cependant, Levi, étant très peu habitué à entendre non comme réponse, a décidé de prendre lui-même les choses en main. Bien que personne ne le sache à ce moment-là, il a quitté la fête discrètement pour partir à la recherche de Berry. Son esprit était apparemment résolu à la retrouver et à lui parler, malgré les conseils clairs de Jessie. Berry, quant à elle, profitait des quelques instants de solitude pour réfléchir et se ressourcer après la tumulte des derniers mois, après la tumulte qui a été mise notamment entre sa relation. On était au mois d'octobre, l'air frais en dehors de la soirée faisait beaucoup de bien à Berry, ça lui permettait de réfléchir. Et elle savourait un petit peu cette pause, loin de l'agitation de la fête. Malheureusement, ce moment de calme allait rapidement et brusquement être interrompu. Levi, après avoir erré un moment à sa recherche, a fini par la retrouver. Il l'a approchée avec une détermination qui ne laissait présager absolument rien de bon. Et malheureusement pour Berry, ses efforts pour rester seule et se protéger de nouvelles complications romantiques allaient être brisés. Levi, frustré par les refus qu'il avait essuyés, n'était pas prêt à accepter un autre rejet. Ce qui s'ensuivit fut une confrontation tragique, marquant le début de la fin pour Berry Bryant. Cet athlète populaire, incapable de contrôler sa colère et son dépit, a laissé libre cours à une violence inouïe, brisant à jamais les espoirs et les rêves de Berry. Lorsque Berry ne se remontra pas à la fête, ses amis ont commencé à s'inquiéter. Où était-elle passée ? Juste après minuit, Jessie, qui était revenue depuis longtemps dans sa chambre, a reçu un appel de l'assistante de la résidence du dortoir, l'informant que Berry avait manqué le couvre-feu. Sachant que c'était totalement inhabituel de la part de Berry, qui respectait toujours les règles, Jessie a immédiatement demandé à l'assistante de la résidence de l'aider à trouver son ami. Jessie craignait que Berry ne soit en danger ou que quelque chose de grave lui soit arrivé. Donc ensemble, elles ont décidé de parcourir le campus à sa recherche. Lorsqu'elles ont trouvé la voiture de Berry dans le parking, elles ont supposé qu'elle avait quitté les lieux pour une raison pressante, probablement à la demande de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la mère de Berry, Sharon, a été réveillée par la sonnerie du téléphone au milieu de la nuit. Avant même de décrocher, elle pressentait que quelque chose de grave s'était produit. Et au bout du fil, on lui a annoncé que sa fille était introuvable. Paniquée, Sharon a immédiatement raccroché et a commencé à appeler tous les hôpitaux aux environs. Son inquiétude n'a fait que croître au fur et à mesure des réponses négatives. Aucun des établissements qu'elle avait appelés n'avait admis quelqu'un qui correspondait à la description de Berry. Sharon se rappelait avec mélancolie poignante le moment où elle et le frère cadet de Berry, Ryan, l'avaient accompagnée à l'université quelques semaines plus tôt. Il voulait s'assurer qu'elle arriverait là-bas en toute sécurité, qu'elle s'installe bien dans cette nouvelle vie. C'est vrai que le passage à l'université peut être assez compliqué, et Berry pouvait compter sur le soutien de ses proches. C'était un moment de transition qu'elle redoutait en tant que mère, mais qu'elle acceptait en même temps. Voir sa fille grandir et devenir indépendante était une source de fierté mélangée à un peu de douleur, comme tout parent pourrait le comprendre. Et lorsqu'il leur avait dit au revoir ce jour-là, aucun d'eux ne savait que c'était la dernière fois qu'il verrait Berry. Sharon se souvenait de ce jour précis avec une certaine clarté. La voiture était chargée des effets personnels de Berry. Il y avait des sourires, des embrassades, les derniers conseils prodigués avec amour et une pointe d'anxiété. Elle se souvenait aussi de l'excitation de sa fille, mélangée à une nervosité compréhensible face à cette nouvelle étape de sa vie. Tout semblait aller pour le mieux, et aucun signe ne laissait présager la tragédie qui aurait pu suivre. Ses souvenirs, autrefois remplis d'espoir et d'anticipation, étaient désormais teintés de tristesse, de regret et d'incompréhension. En comprenant que sa fille avait disparu, et la nuit qui avançait, montrait que les recherches qui se poursuivaient n'étaient malheureusement pas concluantes. Jessie et l'assistante de la résidence ont été rejointes par d'autres étudiants et membres du personnel, tous unis dans la même inquiétude.
Comme je vous l'ai dit en début d'histoire et en début de vidéo, Berry était vraiment apprécié de tous et toutes. Tout le monde partait à sa recherche. On voulait savoir où elle était. Et on était inquiet. Le campus, d'ordinaire tranquille et paisible, était maintenant plongé dans une atmosphère de tension et d'incertitude. Les heures passaient, lentement, chaque minute augmentant cette angoisse collective. Mais on a eu les premières lueurs de l'aube qui sont venues, et avec elles, une terrible nouvelle, qui a montré que le destin de Berry était maintenant scellé, et qu'on avait une empreinte indélébile sur toutes les personnes qu'il avait connues ou qu'il avait aimées. La disparition de Berry et les événements tragiques qui suivirent allaient transformer cette communauté universitaire à jamais, marquant le début d'une longue quête de justice et de compréhension pour sa famille et ses amis. Sharon, Ryan, Jesse et tous ceux qui chérissaient Berry allaient devoir apprendre à naviguer dans un monde où Berry a été cruellement éteinte. À peu près au même moment où la recherche de Berry commençait, Levi Collen s'était présenté dans son dortoir, couvert de sang. Ses colocataires, horrifiés par son apparence, lui ont immédiatement demandé ce qu'il s'était passé. Levi a essayé de rester calme et leur a affirmé qu'il avait été impliqué dans une altercation avec un homme qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Il a expliqué que ce combat était devenu tellement incontrôlable qu'il avait été forcé de se défendre avec un couteau qu'il portait toujours sur lui pour sa protection. Cependant, ses colocataires étaient sceptiques face à cette version des événements. L'histoire de Levi semblait confuse et les détails manquaient de cohérence. Donc en sentant leur méfiance, ils ont continué à le questionner pour obtenir plus d'informations. Et sous la pression, Levi Collen a finalement craqué et a avoué qu'il pensait peut-être avoir tué une fille par inadvertance. Cette révélation choquante a plongé les colocataires dans l'incrédulité et la peur, et réalisant la gravité de la situation, ne voulant pas être impliqués dans une dissimulation de meurtre, ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont rapidement décidé de remettre Levi Collen aux autorités, espérant ainsi se distancier de toute implication dans ce crime atroce. Lorsque la police est arrivée, Levi Collen a essayé de raconter son histoire. Il a maintenu sa version initiale, affirmant qu'il avait poignardé un homme étrange en légitime défense, et que c'était tout ce qu'il y avait à dire de ça. Cependant, les autorités y ont vite compris que quelque chose ne collait pas. Les incohérences dans son récit et son état émotionnel ont éveillé leurs soupçons. Les enquêteurs ont alors décidé de fouiller un petit peu plus profondément. Ils ont commencé par interroger les colocataires de Collen, qui ont révélé les détails de son comportement étrange et de son aveu partiel. Les preuves ont rapidement commencé à s'accumuler contre lui, et pendant ce temps, la recherche de Berry continuait avec une intensité croissante. Les amis et la famille étaient de plus en plus inquiets, et la communauté universitaire était en état de choc. Les agents de service ont d'ailleurs noté que le visage de Levi Collen, ainsi que ses mains et ses avant-bras, étaient couverts de nouvelles égratignures, qui ne semblaient pas correspondre à son scénario d'avoir été attaqué dans la rue par un fou anonyme. Pour les enquêteurs, il semblait évident que quelqu'un avait fait un effort désespéré pour se défendre, et ce n'était pas le jeune homme assis devant eux, mais bel et bien la victime de ses actes. Après que ces interrogatoires lui aient fait savoir en termes clairs que son récit ne sonnait pas vrai, Levi Collen a fini par admettre qu'il avait tué Berry. Il a affirmé qu'ils s'étaient rencontrés à la fête et qu'ils avaient décidé de faire un tour à Polecat Beach. Et une fois sur place, ils auraient eu des relations sexuelles consensuelles sur la banquette arrière de la voiture de Levi. Mais après avoir terminé, pour des raisons qu'il ne comprenait pas, Berry aurait été soudainement violente, le frappant à l'arrière de la tête avec une bouteille en verre. Étourdi par cette attaque non provoquée, Levi a raconté qu'il avait attrapé son fameux couteau qu'il gardait sur lui et poignardé Berry, hors de contrôle, en légitime défense. Croyant qu'il serait blâmé pour l'incident, il a caché le corps avant de concocter cette histoire pour expliquer son apparence ébouriffée. Si vous voulez mon avis, je ne pense pas que Berry l'aurait frappé de cette manière à l'arrière de la tête sans aucune raison. Et je me demande à ce moment du récit si
l'histoire qu'ils ont eue, leur relation sexuelle, avait vraiment été consentie. Levi était ensuite retourné à son dortoir, où il n'avait pas perdu de temps à se proclamer victime d'une agression. Et lorsque les agents ont demandé s'il serait prêt à les emmener sur le site où les événements se sont déroulés, il a accepté de les conduire au corps de Berry. Après avoir entendu cette histoire déchirante, la police a immédiatement téléphoné à la procureure du comté, Michelle Marker, pour la mettre au courant. Se traînant hors du lit, elle s'est rapidement habillée et dirigée vers le poste de police. Là, un étudiant qui était donc devenu tueur et qui, jusqu'à cette nuit-là, avait été considéré par beaucoup comme un modèle, un athlète populaire, attendait, prêt à confronter les conséquences de ses actes. Pendant ce temps, la nouvelle de la disparition de Berry et de l'implication de Levi Collen commençant à se répandre au campus, tout le monde s'inquiétait. La communauté universitaire, sous le choc, se rassemblait dans un mélange de tristesse et de colère. Les amis proches de Berry, ainsi que ceux qui l'avaient simplement croisé, étaient dévastés par cette perte tragique et incompréhensible. Le récit de Levi sur les événements de cette nuit fatidique fut minutieusement examiné par les enquêteurs. Son histoire de légitime défense ne correspondait pas aux preuves physiques et aux blessures qu'il portait. Les égratignures sur son visage et sur ses bras indiquaient une lutte intense, suggérant que Berry s'était battu désespérément pour sauver sa vie. Les agents ont également recueilli des témoignages de la soirée, révélant que Levi avait exprimé un intérêt obsessionnel pour Berry dès son arrivée à la soirée. Et lors de l'interrogatoire, les enquêteurs ont utilisé ces contradictions pour le confronter, démantelant son récit pièce par pièce. La pression, combinée aux preuves et des questions inévitables, l'ont conduit à des aveux un peu plus complets, confirmant la nature préméditée de son acte. Et la communauté et la famille de Berry étaient accablées par ce chagrin. Sharon et Ryan en particulier luttaient pour accepter la réalité que leur fille et sœur bien-aimée avaient été victimes d'une violence aussi brutale. Les souvenirs de Berry, sa joie de vivre, sa compassion, son brillant avenir étaient maintenant ternis par cette tragédique soirée. La procureure, Michelle Marker, en prenant le relais de cette affaire, s'est engagée à obtenir justice pour Berry. Elle savait que le chemin serait difficile, mais la détermination de la communauté et le soutien des proches de Berry allaient être des forces pour mener cette cause à terme. Le procès de Levi serait suivi de près par tous ceux qui cherchaient à comprendre comment une vie aussi prometteuse avait pu être arrachée de manière si tragique et si injuste. Avec Colin et les détectives dans une voiture et le procureur dans une autre, ils ont pris la route en pleine nuit, parcourant les routes secondaires à la recherche du virage que Levi Collen avait décrit. Après plusieurs tentatives infructueuses et de nombreux détours, il est devenu évident qu'il les menait délibérément dans une sorte d'endroit où on ne pourrait rien retrouver. Fatigué et exaspéré, Michelle Marker, affamée de sommeil et d'humeur à ne pas être prise pour une débile, a téléphoné au conducteur de la voiture dans laquelle Levi était passager et lui a demandé de s'arrêter. Elle voulait lui parler. Rassemblant toute la patience dont elle était capable, Michelle Marker a fait savoir à Levi que le temps de jouer était terminé. Elle lui a expliqué clairement que les choses pouvaient se dérouler de manière facile ou difficile, mais que cette décision lui appartenait. Et réalisant que ses efforts pour repousser l'inévitable ne faisaient qu'aggraver sa situation, il a finalement accepté de réellement coopérer et a dirigé l'équipe vers l'endroit exact où le corps de Berry pouvait être trouvé. À mesure qu'ils s'approchaient tous du site, un silence lourd est tombé sur les véhicules. Les pensées de chacun étaient tournées vers Berry et de ce qu'ils allaient potentiellement découvrir. Lorsque Collen a finalement pointé l'endroit, les détectives ont sorti leurs lampes de poche et ont commencé à chercher minutieusement. En quelques minutes, leurs craintes ont été confirmées. Le corps de Berry, caché de manière hâtive, a été retrouvé dans un état témoignant que la violence qu'elle avait subie avait été absolument horrible. Le choc de la découverte a rapidement été suivi par une vague de détermination. Les agents de police, de sécurité, ont justement scellé la scène, collectant les preuves avec soin. Michelle Marker, bien que submergée par l'horreur de la situation, s'est concentrée sur l'essentiel,
rendre justice à Berry et à sa famille. La nouvelle s'est rapidement répandue, plongeant la communauté universitaire et les proches de Berry dans un profond chagrin. Sharon et Ryan, informés de la découverte, ont été dévastés. Leur pire cauchemar avait été réalisé, et la réalité de perdre Berry était maintenant inéluctable. Le lendemain, Levi Collen a formellement été accusé de meurtre et placé en détention. Toute la ville, bien que choquée et attristée, a commencé à se rassembler pour soutenir la famille de Berry et honorer sa mémoire. Des veillées et des hommages ont été organisés, et une détermination collective à voir justice rendue s'est installée. Le procès de Levi a largement été couvert par les médias et a révélé les détails sordides et douloureux sur les événements de cette nuit fatidique. Les témoignages et les preuves ont peint un tableau clair de la préméditation et de la brutalité de son acte. Levi Collen, autrefois perçu comme l'athlète prometteur, l'athlète respecté, est devenu un symbole de trahison la plus profonde envers la confiance et l'humanité. Michelle Marker, dans son rôle de procureur, a conduit l'accusation avec une ferveur née de l'injustice infligée à Berry. Et chaque jour de procès, elle a rappelé au tribunal et au jury la personne que Berry était. Une jeune femme pleine de vie, magnifique, remplie de bonté et de promesses, dont sa lumière avait été éteinte de manière cruelle et injuste. Le verdict final, qui a condamné Levi pour son crime, a apporté une forme de clôture pour la famille de Berry et pour tous ceux qui l'avaient aimé. Cependant, la cicatrice laissée par cette tragédie resterait présente, rappelant à tous la fragilité de la vie et l'importance de la justice. La mémoire de Berry continuera de vivre dans les cœurs et les esprits de ceux qui avaient eu la chance de la connaître, et sa famille, bien que brisée, trouverait la force de continuer, inspirée par l'esprit indomptable de leur fille et sœur bien-aimée. Lorsqu'ils ont découvert les restes de Berry jetés dans la brousse de sauge, c'était un spectacle macabre pour lequel personne n'était préparé. Contrairement aux affirmations de Levi, selon lesquelles il avait agi pour sa propre défense et sa propre sécurité, il avait été évident pour toutes les personnes présentes que Berry, dont sa forme avait été littéralement détruite, avait été victime d'une violence choquante. Elle avait des ecchymoses étendues sur son visage, elle avait de multiples coups à la tête, de nombreuses blessures par arme blanche sur son torse, sa gorge avait été tranchée d'une oreille à l'autre, avec une telle férocité qu'elle avait presque été décapitée. Le médecin légiste a confirmé plus tard que Berry avait violemment été agressé, sexuellement, avant d'être tué. Ses mains et ses bras portaient des blessures défensives et ses ongles étaient brisés, témoignant de sa lutte acharnée pour survivre. Ses conclusions résonnaient avec ce que les détectives savaient déjà. Berry, une étudiante de première année, pleine de vie, s'était battue courageusement pour sa vie. Confronté aux conclusions d'un médecin légiste, Levi Collen a encore une fois modifié son histoire. Dans cette version finale, il a admis avoir demandé à Berry d'avoir des relations, mais elle aurait refusé. Il a prétendu qu'elle était sortie de la voiture et qu'elle avait commencé à marcher vers la ville, ce qui l'avait poussé finalement à la poursuivre et à l'attaquer violemment. Rappelez-vous, au moment de la soirée, je vous avais expliqué que ce jeune homme avait beaucoup de mal à contrôler sa colère et à avoir un non comme réponse. Levi a admis avoir battu et agressé sexuellement Berry, mais il a affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de la tuer. Il a justifié ses actions en disant qu'il ne l'avait poignardée uniquement parce qu'elle refusait de cesser de se défendre. Le fait que Berry se soit défendue n'a surpris personne qui la connaissait. Sa mère a partagé qu'elles avaient suivi ensemble un cours d'autodéfense pour femmes, où elles avaient appris à désarmer un agresseur armé d'un couteau. Et quand bien même, il l'a donc tuée parce qu'elle s'est défendue, au lieu de tout simplement se dire qu'il fallait la laisser. Bien que ceci a été incroyablement douloureux, ce geste de défense aurait dû rendre difficile à son agresseur de prendre le dessus, du moins en théorie. Tristement, malgré les efforts désespérés et le sacrifice de ses mains, Berry n'avait pas réussi à échapper à une fin tragique, planifiée par Levi Collen. Au lendemain des confessions de Levi, Jessie a été submergée par un souvenir d'une excursion dans la campagne avec Berry et lui-même, peu de temps avant le meurtre. À l'époque, elle avait déjà vu un malaise, mais elle se disait que c'était de la paranoïa.
Maintenant, avec le recul, elle reconnaissait instinctivement quelque chose de sinistre chez ce populaire athlète, malgré son apparence amicale. Pendant le trajet avec Berry au volant, Lévy avait fait une remarque déplacée, en soupçonnant que Berry était encore vierge. Jessie avait été indignée pour son amie, mais Berry avait répondu avec fierté et assurance qu'elle l'était bel et bien, et qu'il n'y avait aucun problème avec ça. Et bien que Lévy Collen semblait ignorer l'impact de ses paroles, avec un sourire en coin, Jessie ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise grandissant. Elle se souvenait qu'à mesure qu'il s'éloignait de la ville, elle devenait de plus en plus nerveuse. Et incapable de chasser l'idée que quelque chose n'allait pas avec lui, elle avait demandé à Berry de les ramener sur le campus. Ce qu'elle avait fait, sans poser de questions. Bien qu'on ne pouvait pas savoir exactement ce que Berry pensait et ressentait à ce moment, il est possible qu'elle ait eu aussi un pressentiment, et que c'est peut-être pour ça qu'elle a décidé de refuser ses avances à de multiples reprises. Les détails précis sur ce qu'il s'est passé à la fête plus tard cette nuit-là restent flous, mais ce qui est clair, c'est que Lévy, connu pour son charme manipulateur quand il le souhaitait, avait persuadé Berry de partir avec lui, peut-être sous un prétexte. Étant donné que leur relation était cordiale, Berry n'avait aucune raison de se méfier ou de se sentir en danger. Mais sachez que lorsque la nouvelle de la confession de Lévy est devenue publique, une autre femme a contacté la police pour révéler qu'elle avait été victime de ces violences en 1995, presque un an avant le meurtre de Berry. Elle a expliqué qu'elle avait rencontré Lévy dans un bar où ils avaient initialement été inoffensifs l'un envers l'autre. Ils avaient fini par faire un tour de voiture, mais une fois à la périphérie de la ville, le comportement de Lévy avait radicalement changé. Ce n'était plus le jeune homme étudiant amical, mais il avait soudainement déclaré qu'ils allaient avoir des relations. Choquée par cette déclaration, elle avait refusé. Mais Lévy, cependant, avait sorti une arme à feu. Elle l'avait forcé à se déshabiller, la violant sauvagement tout en la mordant au visage et au bras, comme un animal enragé. Encore une fois, nous sommes donc sur quelqu'un qui refuse un non comme réponse et qui a un comportement absolument sauvage. Après l'agression, il lui avait calmement fait savoir qu'il la tuerait si elle révélait quoi que ce soit à propos de l'incident. Terrifiée par cette menace, elle n'avait pas osé parler avant d'apprendre que Lévy était enfin sous les verrous. Les détectives impliqués dans l'affaire de Berry, ainsi que les membres de la communauté qui en apprenaient plus chaque jour sur les actions de Lévy, ont conclu que l'image qu'il avait projetée d'un jeune homme américain exemplaire était une illusion, soigneusement entretenue. Ils étaient convaincus qu'il aurait probablement récidivé s'il n'avait pas été arrêté. Face aux preuves accablantes et après avoir avoué son crime, Lévy Collen, âgé de 19 ans, a choisi de ne pas aller au procès. À l'automne 1996, il a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle, d'un chef d'accusation d'enlèvement aggravé et d'un chef d'accusation de meurtre au premier degré. Le 27 novembre, il a été condamné à 3 peines de prison à vie, assurant ainsi qu'il ne causerait plus jamais de mal. Actuellement détenu à la Wyoming Medium Correctional Institution à Torrington, il est décrit comme un détenu modèle. Pour honorer l'héritage de Berry Bryant et assurer que son désir d'aider les autres perdure, une bourse d'études a été établie en son nom en 2021, marquant le 25e anniversaire de sa tragique mort. Chaque année, cette bourse est décernée à un étudiant méritant pour soutenir ses aspirations futures, un témoignage poignant à un avenir que Berry n'aurait jamais pu connaître. En complément de cette bourse, la Berry Bryant Memorial Park a été inauguré au printemps 2022 sur le campus de Northwest College à Powell, au Wyoming. Au cœur de ce parc se trouve un banc dédié à la mémoire de Berry, rappelant ses ambitions académiques interrompues par un acte de violence sans sens. Conçu par l'un de ses camarades de classe, le banc est décoré de jonquilles, la fleur de naissance de Berry. Symbolisant le renouveau, le pardon est un nouveau commencement, ces fleurs jaunes offrent aux visiteurs et aux sympathisants une manière de partager et de perpétuer l'héritage de Berry. Sharon Bryant, sa mère, est devenue une figure clé dans le plaidoyer pour les victimes, motivée par la perte tragique de sa fille. Parcourant le pays en tant que conférencière principale, elle a partagé l'histoire de Berry pour sensibiliser sur les dangers de la violence sexuelle auxquels les jeunes font face. Malheureusement, elle est décédée le 9 août 2023, laissant derrière elle un héritage de lutte et de détermination.
Michelle Marker, la procureure du comté, soutient activement cette cause. Elle souligne le besoin crucial d'éduquer non seulement les filles sur la prévention, mais aussi les garçons sur le respect des limites et le consentement mutuel. Enfin, Jessie, l'amie proche de Berry et témoin de ces derniers moments, a décrit la tragédie de cette nuit d'octobre comme la mort du papillon. Cette métaphore est poignante, comparant la brève vie mais éclatante des papillons à celle de Berry, une jeune femme aimée pour sa beauté et sa capacité à apporter de la joie à ceux qui l'entourent malgré sa courte vie. Voilà tout le monde pour la triste histoire de Berry, son meurtre sauvage et le fait que effectivement, il faut apprendre que le non-consentement n'est pas quelque chose d'ok. J'espère qu'à travers cette vidéo, les messages et le combat de Berry pourront résonner à travers les plus jeunes qui me suivent, garçons ou filles. N'oubliez pas que votre vie est très importante et qu'il ne faut pas laisser quiconque dicter quoi que ce soit dessus. J'espère que la vidéo a pu vous intéresser et vous intriguer. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. En ce qui me concerne, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire horrifique. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et justice pour Berry Bryant.